Eh bien bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde en direct. Je tiens déjà tout de suite à remercier Lara Stam qui m'accompagnera durant cette émission. Bonjour ma chère Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Arnaud, Arnaud à la technique. Bonjour mon cher Arnaud. Bonjour Nicolas. Que ferions-nous sans les techniciens sur une radio ? Nous ne serions pas grand-chose. Et bien de même que nous avons besoin de bénévoles. Et c'est le bénévole qui est fidèle au poste toutes les semaines. Une fois, c'est quand ils sont en vacances, l'un remplace l'autre. Ils peuvent être souvent deux, c'est Sylvie et Patrice. Et là, aujourd'hui, c'est Patrice seul. Sylvie étant partie, je crois, pour de longues vacances. Oh, c'est pas vraiment des vacances quand il s'agit de Sylvie. C'est vrai. En général, avec les femmes, vous n'avez jamais de vacances, de toute façon. C'est le moment des vacances que vous avez le plus de travail. Les non, fêtes, mais entre une autres. femme qui a déjà des petits-enfants, c'est pas souvent qu'elle a des vacances, je peux vous dire. Voilà. C'est ça. Mais oui, mais bon, c'est une seconde jeunesse. Vous êtes maman une seconde fois, en quelque sorte. Oui. C'est ça, hein. Oui. C'est souvent une... C'est pas une sinécure pour les grands-pères, d'ailleurs. Alors, nous sommes le 21 juin. Le 21 juin, c'est la fête de la musique. Je vais aller à Paris. Je vais me taper les bouchons. Je vais vivre un enfer. Les prix du stationnement. J'aime la musique, mais la fête de la musique, je l'ai toujours eu en horreur. Ah, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous expliquait Jack Lang. Et puis c'est le socialisme triomphant, la fête de la musique, évidemment. Et pourtant, d'Orphée à Apollon. Ces mythes de l'Antiquité, ces modernistes, ces progressistes, qui nous expliquent donc qu'on passe des ténèbres à la lumière. Et puis c'est l'été surtout. C'est donc l'équinoxe d'été, c'est l'équinoxe. Et donc c'est l'équinoxe, qu'est-ce que je dis ? C'est le solstice. Vraiment, ça commence bien cette émission. C'est le solstice d'été, c'est Saint-Jean. C'est les feux de la Saint-Jean. Surtout, c'est ça qu'ont voulu faire la fête de la musique. En fait, c'est une recherche d'annulation. Ça tombe bien avec l'invité qu'on va avoir. Il va pouvoir s'en gendarmer. Un remplacement. C'est un remplacement civilisationnel. Enfin, civilisationnel. La civilisation à la barbarie, j'appelle ça. C'est un remplacement, bien sûr. On essaie par tous les moyens d'arracher toujours ces racines chrétiennes de la France. Et oui, c'était les feux de la Saint-Jean, le 21. Et bien maintenant, c'est la fête de la musique du sémillant de Jack Lang. Il fait chaud, Lara. Il fait très chaud. Mais c'est l'été. Non, mais il fait chaud. Il fait c'était un article du Figaro d'hier ou avant-hier, il fait jusqu'à 12, 15, 20 degrés de plus que l'année dernière, le même jour. Ce qui signifie juste que l'été dernier était particulièrement pourri. Comme souvent d'ailleurs, le jour de la fête de la musique, il pleut. Et comme le disait le regretté Muret, et s'il pleuvait de la merde, ce serait mieux encore. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Mais ce qui est bien, c'est que j'assume. Dans le cadre de la loi. Attention, il faut faire attention à ça, évidemment. Même quand on est sur Radio Courtoisie. Et dans l'esprit de la radio, dois-je le rappeler. Chevaleresque. Alors, la courtoisie, c'est bien plus que ces civilités, des fois un peu hypocrites. Ça, c'est certain. C'est la courtoisie, ça va bien au-delà. C'est la chevalerie, bien sûr. Il faut être adoubé par sa dame. Donc, ils confondent aujourd'hui le climat, bien sûr, et la météo. Alors, ça dépend. Quand il fait mauvais, on a eu un temps pourri. Là, c'est vous qui confondez ? Ah bien sûr. Voilà. Mais il a fait quand même... il pleut tout le temps. L'été dernier a été horrible. L'automne a été atroce. Il y avait même les figues au mois de septembre pourrissaient sur les arbres. L'hiver a été horrible. Horrible. Long et froid. Et le printemps d'un maussade. Mais là, on les entendait pas. Et si on disait quelque chose, vous n'avez rien compris. Vous confondez le climat et la météo. Vous êtes un ignare. Et là, parce que pour une fois, on a un petit peu plus chaud que d'habitude, alors là, eux confondent allègrement. Il n'y a plus aucun problème. C'est toujours ce 2 poids 2 mesures, systématique. Et le tiers inclus. Pourquoi le tiers inclus, là, en l'occurrence ? Mais parce que
le tiers inclus parce que quand il fait froid, en fait, c'est le réchauffement climatique, mais nous confondons la météo, donc le sujet ne tombe pas à l'eau pour autant. Et quand il fait chaud, en fait... le sujet qui tombe à l'eau, c'est amusant quand on parle de oui. météo. Alors, donc en fait, c'est à la fois réchauffement climatique, dérèglement. D'ailleurs, quand il fait froid et quand il pleut, ils disent dérèglement. Ça aussi, c'est une nouveauté. Oui, mais en tout cas, moi, ce que je vois surtout, c'est le fameux 2 poids 2 mesures. Et ce 2 poids 2 mesures, puisqu'on va faire une petite revue de presse avant l'arrivée de notre invité, qui ne sera autre que le président fondateur de Civitas International, c'est-à-dire Alain Escada, que nous aurons bientôt pour, entre autres, parler de l'entraide dans un monde qui sent sauvage, dans un monde, moi j'ai envie de dire, de barbare. Eh bien, comment peut-on penser l'entraide? Non pas le vivre ensemble, concept franc-maçon atroce, mais comment peut-on s'entraider entre et pas la fraternité, ou alors la fraternité Saint-Pie X pour les tradis, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, au demeurant. Ce 2 poids 2 mesures, on le retrouve dans cette revue de presse, je trouve, avec ce qui se passe actuellement, cette guerre d'agression, je ne vois pas comment on pourrait l'appeler autrement, d'Israël vis-à-vis de l'Iran. Après l'écrasement, la barbarie à visage humain, que fut un peuple génocidé, qui devient un peuple génocidaire, c'est-à-dire Israël vis-à-vis des Palestiniens à Gaza, c'est dizaines et dizaines de milliers de morts, écrasés, des hôpitaux anéantis, des jeunes gens, des enfants brûlants, vifs. Je suis désolé de commencer comme ça une revue de presse de cette matinale, mais c'est le cas, dans des tentes. Et après, on me demande de voir en Israël la pointe avancée de la civilisation occidentale. Mais comment peut-on dire une chose pareille? Et alors, parce que dans la réaction à une agression d'Israël par l'Iran envoie un certain nombre de missiles, vous pourrez en redire quelques mots, et un missile va taper un centre militaire ou de renseignement et va endommager avec quelques bris de glace un secteur désaffecté d'un hôpital militaire, eh bien là, on crie à l'horreur, au scandale, à l'inhumanité de gens qui ne devraient même être privés de leur existence, plus que de leur vie, de leur existence. Si ça, c'est pas un 2 poids 2 mesures qui est relayé par l'ensemble de nos médias, je dirais bien l'ensemble des médias dits de grand chemin, sans exception, ont ce narratif-là, qui est un horrible 2 poids 2 mesures, qui est profondément et qui ne peut que choquer l'âme humaine, si tant est qu'on en ait encore une. Lorsqu'il y a 3 personnes travaillant pour la Croix-Rouge sont mortes suite aux frappes sur Téhéran, il n'y a pas de conférence de presse, la Croix-Rouge reste muette, nos médias n'en parlent pas. Et lorsqu'il s'agit de Souffle qui endommage un hôpital évacué, pourquoi il a été évacué? Parce qu'il était adossé à un point stratégique. Il savait très bien. Enfin, moi, je ne sais pas, mais dans le génie civil, si on commence à construire des engins, enfin des bâtiments militaires ou à stratégie ou juste à côté des hôpitaux, c'est qu'on est en train d'intégrer l'idée du bouclier humain. Mais c'est toujours les autres, c'est le barbare, c'est l'islamiste, là en l'occurrence, c'est le palestinien qui agit, c'est le Hamas, le Hamas. Et quand on voit sur place Netanyahou se déplacer pour faire une conférence de presse sur place, mais on est dans la com. Faites attention, hein. Faut jamais oublier que la com, c'est le pire ennemi de la vérité. Mon fils a dû annuler son mariage. C'est Benjamin Netanyahou qui crée la polémique en estimant subir le coût personnel de la guerre. Donc là, quand même les médias de grand chemin disent là, il y a de l'abus quand même. Alors d'abord, il commence en disant qu'il compare, il compare ce qui arrive actuellement à Tel Aviv au Blitz britannique. Donc Hitler, toujours. Réduction ad Hitlerum. Ils ont vraiment ça dans les gènes aujourd'hui, hein. Moi, je rappelle seulement que cette réduction ad Hitlerum, c'est exactement ce qui a sapé les bases de la France, qui a sapé
les bases du patriotisme. On nous l'a toujours renvoyé, nous tous ceux qui aujourd'hui sont favorables à Israël, et qui sont patriotes. Est-ce qu'ils se rappellent que la base, l'origine du fait que nous avons été sapés dans nos bases, sur nos fondements, c'est cette réduction ad Hitlerum. Non, mais c'est absolument incroyable. Donc, c'est le Blitz. Écoutez, je vais vous dire, je ne souhaite pas à Tel Aviv et je ne souhaite pas à Israël de subir le Blitz à Londres en 40. Je n'ai, moi, pour ce qui me concerne, aucune haine pour qui que ce soit. Mais par contre, je ressens profondément l'injustice. Et ce 2 poids 2 mesures. Alors, chacun de nous porte un coup personnel, dit Netanyahou, et ma famille n'a pas été épargnée. C'est la 2e fois que mon fils Avner annule un mariage à cause de menaces de missiles. C'est un coup personnel pour sa fiancée aussi. Et je dois dire que ma chère épouse est une héroïne et elle en paie le prix. Une héroïne, elle en paie le prix. La chère épouse dont j'imagine qu'elle fait partie évidemment de ceux qui organisent le mariage du fiston. Oui, annuler un traiteur, remettre... Enfin, c'est arrêter, Nicolas, c'est super difficile. Hein. Voilà, faut pas parler... c'est pas toute chose, c'est pas comparable, hein, les soucis d'une femme qui doit annuler le traiteur, le remettre en place, etc. Enfin, en faire la fête, guerre, en période de guerre. Si en plus on peut pas continuer à faire la guerre, semer le chaos tout autour de soi, il peut pouvoir se marier soi-même ou marier ses enfants. Non, mais est-ce que son fils l'a consulté quand il a fixé ce calendrier de mariage? Il pouvait très bien demander, papa, est-ce une date bonne pour le mariage? Il me semble que Netanyahou connaissait quand même, c'est pas lui qui subit le calendrier quand même. Alors, en tout cas, vous voyez, ce 2 poids 2 mesures, je connais de nombreuses familles qui n'ont pas été obligées de reporter un mariage, mais qui ne célébreront désormais plus jamais les mariages qui étaient censés avoir lieu. Ça, ce sont les familles des otages israéliens qui s'expriment ainsi. Puis-je parler de ces enfants brûlés vifs sous les tentes qui, eux, ne connaîtront jamais la joie du mariage. Bon, d'accord. Merci, Netanyahou. Alors, autre sujet c'est pas alors là, c'est la fête de la musique, mais c'est pas la fête des banquiers centraux, hein, ma chère Lara. Hein. Alors là, attention, hein, ils en prennent tous pour leur grade, que ce soit l'américain ou que ce soit la russe, puisque je crois que c'est une dame en Russie, c'est ça? Vous avez donc le forum de Saint-Pétersbourg. Forum économique. Voilà, économique. Et Poutine explique dans ce forum qu'il serait inacceptable de vivre une récession. C'est vrai que les Russes, on nous expliquait, alors ils sont encore loin d'être à genoux. Bon, nous, on est déjà couchés, hein, Bruno Le Maire. Mais ils sont encore loin d'être à genoux, mais quand même, hein, pendant les périodes des sanctions, 3, 4, 5% de croissance. Et puis là, par contre, presque un début de récession. Qu'est-ce qui se passe ? Des taux d'intérêt trop élevés, c'est ce qu'on reproche, c'est ce que la société économique... Oui, ça ralentit l'économie, ça ralentit quand même la croissance fortement, les taux d'intérêt, oui. Le taux directeur de la Banque centrale russe. Cela ne doit pas être toléré sous aucun prétexte, s'explique Vladimir Poutine. On rappelle, ça donne raison en tout cas à notre ami Dimitri Tkochko, qui alerte depuis un bon moment sur ces problèmes de banque centrale. Mais vous savez, vous avez aussi les young leaders en Russie qui sont au pouvoir et qui sont difficiles à déboulonner. C'est toujours la 5e colonne en Russie. Chez vous, il y a quand même cet aspect, on ne va pas dire Nicolas, paranoïaque, mais... C'est pas un aspect paranoïaque. On oublie que la Russie d'aujourd'hui, c'est quand même le fruit de ce qui s'est passé dans les années 90. Toute la société était infiltrée par ces officines occidentales. C'est un peu aussi le discours stalinien, bolchevique, communiste. Mais c'est pas un discours, c'est une réalité. C'est pas avoir des ennemis partout, mais bon, quand vous aviez quand même des écoles russes où fallait chanter l'hymne américain et lever le drapeau, c'est quand même une réalité. Hein. Et on était contents. Hein. Les Russes étaient... Vous avez fait cette interview avec Mikhalkov. On les a accueillis à bras ouverts, ces Occidentaux qui arrivaient. Chubais, il disait à l'époque... Chubais, c'était le ministre de l'économie? Oui, de l'époque de Boris Yeltsin. Oui, c'est ça. Lui, il disait, quand on privatisait une usine, vaut mieux la donner et payer en plus pour qu'on la prenne, plutôt qu'elle reste nationalisée. Pourquoi il disait ça? Parce que, soi-disant, par crainte de retour du communisme. Mais à ce titre-là, ils ont pillé un État.
les oligarques qui sont nés, ils sont nés comme les autres soviétiques, hein, avec les mêmes revenus. Il n'y avait pas de super riches à l'époque soviétique. Personne ne possédait même son appartement. Et aujourd'hui, vous avez quand même cet écart qui a été créé et creusé et mis en place à cette époque. Un Russe qui achète une usine avec 3 millions de dollars, d'où il avait ces dollars? Au départ, personne n'avait de dollars. En tout cas, il y a un glissement vers un début de récession. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce qui arrive à nos amis russes, c'est qu'il y a un enseignement à tirer. C'est que l'économie de guerre, ça ne crée pas de croissance. C'est-à-dire que là, les Lombards, hein, on s'appelle, hein, là, il fait une synthèse. Lombard, hein, le palotin du père Ubu, du roi Ubu, du président de la République, qui un jour alerte sur la menace existentielle absolue. C'est le réchauffement climatique, de nature anthropique, comme l'a dit le Conseil scientifique. Et puis le lendemain, c'est la guerre. Donc dans les deux cas, on va prendre l'épargne des Français, soit pour lutter contre la menace existentielle écologique, soit parce qu'il faut faire la guerre. De toute façon, il faut prendre l'épargne. Alors voilà, il faut prendre l'épargne, mais ça ne crée pas de richesse. Ce genre de... et c'est normal, ça ne génère pas cette économie... militaro-industriel, basé sur de l'investissement militaire, ça ne génère pas de croissance. En tout cas, à ses origines. Qu'après, évidemment, une fois que vous avez détruit la planète et qu'il faut la reconstruire, ça crée de la croissance. On est bien d'accord, c'est les suites des guerres mondiales. Hein. Ça, d'accord, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que quand on investit, si en plus on s'amuse à pas faire la guerre après, si j'ose dire, mais alors là, on morfle économiquement. Voilà. Bon. Il y en a un autre qui n'est pas en odeur de sainteté, évidemment. C'est le patron de la Fed. Voilà, et à nouveau, Donald Trump s'interroge sur l'opportunité de virer le patron de la Fed. Trump, sur lequel on s'interroge. Peut-être vous voulez dire un mot sur Trump, sur ses revirements. Est-il encore MAGA, Make America Great Again? Ou est-il en train de trahir son électorat, cet homme de paix qui non seulement n'arrive pas à arrêter le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qu'il pensait arrêter en 24 heures, et qui n'aurait jamais eu lieu s'il était président, alors qu'il avait tout fait entre les livraisons de missiles Javelin, l'ensemble des... alors vous allez dire, ça y est, Stocker retrouve la mémoire. Ben bon, peut-être, mais après tout, nul n'est parfait. Ce Trump qui, entre 2016 et 2020, a quand même préparé ce qui est devenu une guerre en 2022, et qui revient, qui ne règle rien, et puis qui tient des discours contradictoires. Mais alors, le florilège absolu, c'est ce qui se passe évidemment entre Israël et l'Iran. Est-ce que l'homme de paix va se transformer en chef de guerre? Mais c'est à s'interroger sur la façon dont il gère sa communication aujourd'hui, parce que sur cette fameuse phrase où il dit je vais peut-être intervenir, les négociations vont reprendre, puis je vais peut-être intervenir. Enfin, c'est dans la même phrase. C'est un chantage impossible. C'est une diplomatie nulle. Et qui dit je rappelle que si j'étais au pouvoir, la guerre en Ukraine ne serait pas arrivée. Il le fait un rappel d'une supposition qui est la sienne, mais purement la sienne. Et il ose dire ça. À se demander si... il y a quand même 79 ans, hein, Nicolas. Il a 79 ans, je ne pense pas qu'il ait une hygiène de vie impeccable. Dans le passé, il n'en a pas eu. Je pense que dans le passé, plutôt. Oui, mais... Et surtout, on voit bien que ce n'est pas le même homme. Hein. Quand il descend les marches de son avion, on voit un homme très âgé. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Il a des hauts et des bas. C'est ce qui avait été dit durant sa campagne. Beaucoup de ses admirateurs disaient qu'il avait fait une mauvaise campagne. Mais bon, en face, c'était tellement affligeant. En face, il n'y avait rien, donc comparativement. Et puis, dans le passé aussi, c'est-à-dire la campagne précédente, c'était quand même pas pendant le Covid. Et donc, ils étaient masqués, ils ne sortaient pas. Enfin... Mais je pense qu'il y a quelque chose à se poser comme question sur son attitude et tout le langage corporel, ses expressions et tout ça. Il y a quelque chose qui n'est pas normal aujourd'hui dans sa gestion voilà.
En tout cas, on en a parlé durant toute la semaine dans les matinales de Géopolitique Profonde avec tous nos spécialistes, que ce soit François Martin, que ce soit Sylvain Ferreira, que ce soit Youssef Indy, que ce soit Pierre-Antoine Plaquevent, que ce soit Thierry Messant, et puis Finn Andren, et puis Oscar Freisinger, et puis tous les autres. On a eu de cesse de parler de ce sujet. Je rappelle, peut-être voudriez-vous le rappeler, Lara, la revue de Géopolitique Profonde, quand même. C'est le livre-journal de Géopolitique Profonde. Voilà, la revue confidentielle. C'est le 25e numéro, donc juin 2025 et numéro 25. Et vous avez dans cette revue tout un tas d'articles très intéressants. D'abord, vous avez l'hommage au général de la Barde par le président de Géopolitique Profonde, Frank Pengam. Ensuite, vous avez deux articles sur mondialisme, dont notamment un avec Laurent Ouzon. Vous avez Sylvain Ferreira qui nous parle de géostratégie, Dimitri Tkochko, Andy Busaglia qui parle de macroéconomie, et vous avez des placements avec Frank Pengam. Donc cette revue, on peut souscrire sur le site Géopolitique Profonde, et ça vous donne accès en fait non seulement à la revue, mais vous devenez membre d'une communauté avec tout un tas d'avantages et d'accès tout à fait exclusifs. Ah, et puis ce sont des produits dérivés, évidemment. Et sans les produits dérivés, je n'ai pas mis mon t-shirt aujourd'hui. Ah, non. Hein, on a des t-shirts, il y a « Non, Macron, je n'irai pas en Ukraine ». Non, Klaus, je ne mangerai pas d'insectes. Oui, Klaus, c'est Klaus Schwab, bien sûr. Et vous pouvez avoir l'inscription dans le dos avec la petite surprise, vous enlevez la veste. Et puis... Moi, j'aime mieux le mettre en face, parce que je préfère contrôler le regard de ceux qui le voient, parce que dans le dos, c'est un coup à attraper, un mauvais coup. Je ne comprends pas pourquoi le Conseil... Est-ce que je peux rajouter quelque chose concernant l'attitude de Trump et oui, le revirement? J'étais en train d'y revenir avant d'accueillir Alain Escada. Je voulais juste dire, je ne comprends pas pourquoi le Conseil, donc des gouverneurs de la Banque de la Réserve fédérale, ne renverse pas cet abruti fini. Donc ça continue, là, c'est du Trump, vous voyez. Peut-être que je vais devoir changer d'avis sur la question de le virer, a écrit Trump sur la plateforme True Social. Mais il change d'avis surtout, Donald. Donald, il faut arrêter de tweeter. Enfin, c'est pas des tweets, hein, c'est son média social à lui, qui d'ailleurs est un succès incroyable, hein, plusieurs centaines de millions d'abonnés, même si c'est pas Twitter. Alors voilà. Les gouverneurs de la Banque centrale, que ce soit la gouverneure pour la Russie, ou que ce soit Jérôme Powell, qui est l'administrateur en chef, le directeur de la Fed, ne sont pas à la fête. C'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est la fête de la musique. Et on va peut-être demander, on va l'accueillir, Alain Escada, pour lui pas... Excusez-moi, mais ne faites pas, mais ne vous formalisez pas comme ça. Allez-y là. Je voulais rajouter qu'il y a eu que certains analystes, parlent du fait que Donald Trump a été arrêté par deux avertissements, l'un venant de Chine et l'autre venant de Russie. Donc voilà, son attitude a été peut s'expliquer par ces avertissements, c'est-à-dire c'est un homme qui a dû se plier. D'abord, il se pliait à un pouvoir interne, les néoconservateurs américains. Il était en train de franchir le pas. Et puis, de l'autre côté, il a été empêché par des avertissements. Donc, il n'est pas au plus grand de sa forme aujourd'hui, Donald Trump. Il ne peut pas dire qu'il dirige le monde. La question qui va se poser, il s'est donné 2 semaines, c'est est-ce qu'il va intervenir auprès des Israéliens ou pas? Je pense que non. Ouais, écoutez, les paris sont lancés, même si on ne devrait pas parier sur des sujets aussi graves, mais bon. Ça y est, Lara, vous avez dit ce que vous vouliez. Merci. Oui, merci. Vous allez rester maintenant le temps de l'interview d'Alain Escada, que nous sommes très heureux, le président fondateur de Civitas International et qui est parmi nous, je crois. Bonjour, mon cher Alain, bienvenue. Bonjour Nicolas, bonjour Lara, merci de votre invitation, merci de me permettre de parler aux auditeurs de Radio Courtoisie. Écoutez, nous, on est très heureux de vous recevoir et de parler peut-être à la fois de thèmes d'actualité, on pourrait commencer par cela, et puis après, c'est vrai que j'aimerais beaucoup qu'on parle de l'entraide dans ce monde qui se décivilise, dans ce monde qui sent sauvage, disent certains, un monde de barbares, je dirais même. Oui, absolument. Et qui... et comment s'entraider entre êtres humains, entre chrétiens, entre catholiques aussi, évidemment. Et je sais que vous avez des projets sur ce sujet intéressants
sur lequel vous pourrez d'ailleurs échanger avec Lara, parce que j'ai pu remarquer qu'elle avait développé des projets qui étaient assez similaires à ceux que vous aviez, par exemple, sur les communes, sur les mairies. Et on pourra peut-être donc continuer et terminer cette émission sur ces points-là. Mais d'abord, peut-être, une première réaction, c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique, réjouissons-nous. C'est provocateur, hein. Fête de la musique, encore faut-il que l'on parle véritablement de musique. Je ne suis pas convaincu que l'on parle toujours réellement de musique. Parfois, il y a des bruits, des éructations, des borborigmes qui ne sont pas pour autant ce que l'on peut classer dans la musique. Je suis un grand amateur de musique, mais ce que l'on présente à la fête de la musique ne me semble parfois être que de leurs propos. Tout sauf de la musique, hein. Est-ce que cette fête de la musique, ce passage des ténèbres à la lumière du célèbre Jack Lang, c'est pas surtout un moyen, encore une fois, d'éradiquer les fêtes chrétiennes, puisque évidemment, ce solstice d'été, c'est aussi les fêtes de la Saint-Jean, ce sont les feux de la Saint-Jean. Et ça, on essaie de l'effacer, comme on efface aussi la Toussaint avec la fête d'Halloween. Oui, oui, absolument. Mais il est certain que l'on vit dans une société, et ce n'est pas le cas qu'en France, c'est le cas plus largement dans ce qu'on pourrait appeler l'Occident. Il y a une volonté manifeste d'éradiquer toutes les racines chrétiennes de notre société, de notre civilisation. La fête de la musique en fait partie, même si évidemment, en soi, on pourrait considérer qu'une fête de la musique, ça peut être une bonne initiative. Il y a bien sûr matière à faire apprécier à nos contemporains la musique lorsque c'est de la vraie musique. Mais effectivement, pourquoi le choix de cette date? Pourquoi aussi, effectivement, toute une série d'initiatives qui consistent à proposer des alternatives laïques ou de distraction aux fêtes chrétiennes qui ont fait toute la richesse, toute la beauté, toute la grandeur de la civilisation chrétienne de notre société, de la France. La France est née du baptême de Clovis, il faut le rappeler, et donc en matière de musique, il y a évidemment quantité de compositeurs chrétiens qui mériteraient d'être mis à l'honneur, mais voilà, vous avez rappelé, la Toussaint est balayée par Halloween et la fête de la musique, eh bien oui, ce choix de cette date n'est pas hasardeux, évidemment. Et donc, il faut rappeler, je pense, à nos contemporains, toutes les beautés apportées par la civilisation chrétienne. C'est vraiment important désormais de rééduquer nos contemporains à l'histoire, à la vérité historique, et du coup de leur faire comprendre que quantité de beauté qu'ils apprécient dans le monde, dans le paysage dans lequel ils vivent, sont en fait issus de cette chrétienté, et que, au contraire, le monde d'après, ce monde déchristianisé, a souvent apporté uniquement de la laideur, de l'ensauvagement, oui, absolument, et l'on en est victime au quotidien, et je ne vois vraiment pas en quoi on pourrait appeler ça un progrès. Bien sûr. C'est le progressisme. Ils n'osent pas dire progrès. Ils y mettent un isme et ça dit tout. La beauté, ce christianisme, eh bien, il se mariait si bien aussi avec la beauté classique, la beauté antique, que ce soit Apollon pour le culte officiel, que ce soit Orphée pour les religions à mystère. Il y avait cette musique, il y avait aussi ces muses qui inspiraient. Et puis, on retrouve d'ailleurs, je crois, c'est Sainte Cécile, l'équivalent pour le christianisme, c'est-à-dire cette capacité en plus qu'a le christianisme à respecter le terreau sur lequel il vient s'implanter. Tout à fait. Et puis, il y a cette recherche de quelque chose d'harmonieux. L'harmonie, bien sûr. Aujourd'hui, évidemment, on est loin de la recherche de l'harmonie. Voilà, c'est vraiment, je pense, le fossé qui sépare cette civilisation chrétienne avec oui,
l'ensauvagement, la barbarie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où il n'y a plus aucune harmonie, il n'y a plus que du bruit, des tâches. Voilà, la beauté picturale a été remplacée par des graffitis, la beauté musicale a été remplacée par du bruit et des éruptations, la beauté philosophique a été remplacée par des utopies, et puis nous vivons aussi dans un temps où l'intelligence a disparu. Elle est combattue au quotidien. L'on ne veut pas que les peuples réfléchissent. On veut qu'ils soient des peuples de moutons que l'on conduit à l'équarrissage. Oui. Et puis l'harmonie, c'est vrai que c'est pas facile à obtenir, hein. Dans l'Antiquité, évidemment, dans le mythe, on pensera au collier d'harmonie, de la difficulté, évidemment, de lier Bien sûr. l'amour et la guerre, par exemple, dans Bien sûr. Sujet actuel, évidemment. sujet extrêmement actuel. D'actuel aussi la dissonance. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir vous échanger avec vous suite à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Mais alors, cet orgue et l'échange entre l'orgue et l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, cette dissonance, ce bruit, c'était au cœur même maintenant de Notre-Dame de Paris. Oui, oui, oui. Et puis les vitraux qui sont Alors, on peut en parler là. également toujours une obsession visiblement du couple Macron. Oui. Pourquoi à tout prix vouloir Pourquoi défigurer Notre-Dame? On ne peut pas considérer que tout cela est hasardeux. Non. Cette détermination, cette obsession à défigurer la cathédrale la plus emblématique de la France chrétienne, ça ne peut entrer que dans un concept plus large de déchristianisation. Et j'ai presque envie de dire, alors je vais peut-être pousser un petit peu plus loin le bouchon, mais c'est aussi donner ces nouveaux vitraux modernes dans l'allée du Saint-Esprit, avec l'arbre de Jessé sur la généalogie de Jésus, transformer donc 6 petites chapelles par ces vitraux, et confier cette œuvre à Claire Tabouret, célèbre artiste et célèbre occultiste, qui tire son inspiration de l'occultisme. Absolument, et c'est pourquoi il faut évidemment aborder le sujet du satanisme. Je pense vraiment que nous sommes aujourd'hui devant une succession de démonstrations, et ça a été aussi le cas avec les Jeux Olympiques, les fameux Jeux Olympiques. La fameuse parenthèse enchantée. Voilà, c'est que, à mon sens, le mondialisme est vraiment d'essence satanique. Et Emmanuel Macron est naturellement un valet de ce mondialisme, placé par les Attali, les Rothschild. Il n'est qu'un valet de ce nouvel ordre mondial, mais ce nouvel ordre mondial est profondément d'essence satanique. Et tous ces rituels nous le démontrent. Et les Jeux Olympiques n'ont été qu'une forme de rituel satanique vanté aux yeux du monde entier, et défigurant définitivement l'image classique de la France, autrefois terre chrétienne, et là vraiment qui s'est révélée comme étant aux mains d'une classe politique vouée au mondialisme satanique. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, est-ce que lors d'une des dernières interviews que vous avez eues avec notre ami et confrère Mike Borowski, dont on rappelle d'ailleurs l'émission de Libre Journal des Controverses à partir de 10h30 ce matin sur Radio Courtoisie, vous lui avez parlé du nouveau pape Léon XIV, avec cette formule assez extraordinaire. Léon XIV, ce sont les pensées de François dans les habits de Benoît XVI. Est-ce que vous pourriez revenir et développer un peu ce point, s'il vous plaît? Je pense que je ne me suis pas trompé dans la formule, et que chaque jour qui passe de ce mandat de souverain pontife confirme la véracité de la formule que j'avais proposée. De fait, oui, il a, en arrivant au balcon après
son élection pontificale, il a quelque peu rassuré les milieux conservateurs en arrivant dans ces habits classiques traditionnels de souverain pontife qui ont vu le retour à une forme liturgique à la Benoît XVI. Mais dans les faits, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il signe, tout ce qu'il encourage n'est jamais que dans la continuité de la pensée destructrice, autodestructrice de François. On va vraiment vers la poursuite d'une politique de sabordage de l'Église catholique. Et dans les thèmes les plus divers. Et je disais, lorsque Mike Borowski m'avait permis de m'exprimer, à quel point d'emblée Léon XIV s'était inscrit dans la continuité de François pour la poursuite de l'esprit du Concile Vatican II. Mais depuis lors, on voit bien à quel point cela se confirme dans tous les sujets. Il faut rappeler à vos auditeurs que Léon XIV a tenu des propos soulignant qu'il fallait être dans une politique inclusive, d'ouverture des frontières, d'accueil aux migrants, alors que l'on sait aujourd'hui que l'Europe est totalement submergée par une absence de politique des gouvernements de régulation de l'immigration, et que cela ne peut se faire qu'au détriment de ce qu'il reste de christianisme en France, parce que cet afflux incessant de migrants se fait toujours en provenance de pays qui n'ont pas de pratique religieuse chrétienne, et que donc on va véritablement vers une dilution du christianisme sur les terres chrétiennes de l'Europe. Il faut se souvenir aussi que il y a peu, Léon XIV a tenu des propos demandant à certains membres du clergé de combattre la tradition catholique. Or, cette tradition catholique, elle est singulièrement ce qu'il reste de vivier d'une régénérescence du catholicisme. Et on l'a vu encore avec les pèlerinages de Pentecôte, qui apportent du sang neuf au catholicisme, qui maintient une jeunesse dans la pratique religieuse catholique, sinon le mouvement catholique traditionnaliste. Et vouloir combattre ce milieu catholique traditionnaliste, c'est véritablement encourager à l'extinction du catholicisme. Cette Église conciliaire n'est que l'ombre défigurée du catholicisme. Elle n'est pas le catholicisme. Il faut vraiment le souligner auprès de vos auditeurs. Depuis le Concile Vatican II, on a introduit une forme de révolution au sein de l'Église. C'est un mélange de révolution française et de mai 68 au sein de l'Église catholique qui n'a cessé d'aller s'accentuant, et François en a été une espèce d'apogée, mais Léon XIV s'inscrit donc dans la poursuite de cette volonté suprême de s'aborder l'Église catholique. Nous étions pas en pèlerinage, mais en transport lors de ces pèlerinages, par exemple de Chartres. Moi, j'ai été frappé de tous ces jeunes prêtres, et je dis bien jeunes prêtres en soutane, qui affluaient de la France entière pour arriver à Paris et pour ensuite faire cette marche, ce pèlerinage entre Paris et Chartres. Et là, je me dis qu'en effet, il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas manquer, et qu'à toujours déplorer la déchristianisation, on en oublie qu'il y a quelque chose qui est en train de se régénérer, et que de toute façon, il sera à mon avis impossible pour l'Église catholique conciliaire, comme vous l'appelez, mon cher Alain Escada, de pouvoir tuer dans l'œuf ce qui est en train de grandir. Et j'ai été vraiment... j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Autant de jeunes prêtres. Vous n'avez pas remarqué, Lara, ça ? Tout à fait. Ouais. Jeunes prêtres et jeunes fidèles, c'est que alors, quand même vraiment, les marcheurs sont en très grande majorité
de jeunes hommes, de jeunes femmes, et que donc c'est vraiment là que se trouve la sève du catholicisme. Et donc ce serait aberrant de la part des autorités de l'Église de vouloir les mettre sous le boisseau. Le... Qu'est-ce que je voulais dire? Les questions des auditeurs, hein, j'y reviendrai évidemment à un moment donné. N'hésitez pas à envoyer vos questions. C'est très disparate, c'est très intéressant ce que l'on peut y lire. Je reviens à Alain Escada, président fondateur de Civitas International. Peut-être venir sur les vecteurs de la barbarie, dont la culture de mort. Parce qu'on parlait du satanisme, la culture de mort, entre autres l'euthanasie, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Et je voudrais vraiment insister sur le fait, à mon sens, que cette culture de mort ne peut pas être comprise si on ne tient pas compte de l'existence d'un plan mondialiste de dépopulation. Je suis vraiment convaincu qu'il faut vraiment répéter le plus largement possible auprès de nos contemporains que ce qui se met en place, c'est véritablement un plan de dépopulation voulu dans des officines supérieures comme le Forum économique mondial de Davos ou le Bilderberg, voulu par les plus importants milliardaires mondialistes de type Zuckerberg, Bill Gates, Soros, Warren Buffett et tant d'autres. Ce sont ces gens-là qui ont vraiment soutenu un plan de dépopulation qui passe par l'UNESCO. Rappelons quand même que quelqu'un qui était extrêmement bien vu par le courant dominant, quelqu'un comme le commandant Cousteau, souvenez-vous, le sauveur des baleines et des phoques, a signé dans un bulletin de l'UNESCO un article expliquant que selon lui, il faudrait, même si c'est inaudible, il faudrait éliminer environ 300 000 personnes par jour, écrivait-il dans le bulletin de l'UNESCO. Et on était 35 ans en arrière. Que dirait-il, qu'écrirait-il aujourd'hui? Il faut se rappeler aussi que toute une série de milliardaires mondialistes affirment que la population mondiale devrait être réduite à entre 500 millions et 1 milliard d'habitants. Les plus extrêmes voudraient la réduire à 500 millions d'habitants. Les plus généreux voudraient la limiter à 1 milliard d'habitants en considérant qu'il faut quand même se garder un minimum d'habitants pour leur assurer le train de vie qu'ils veulent évidemment maintenir pour leur classe d'oligarques. Mais c'est comme ça qu'il faut comprendre ce qui se passe. Il y a une multitude d'éléments qui sont mortifères. Bien sûr, il y a l'euthanasie, mais il y a l'avortement. Il y a également toutes ces questions de propagande LGBT qui conduisent, il faut le dire, à la stérilisation d'une partie de la population. Hein. L'idéologie transgenre, lorsqu'elle est poussée jusqu'à son aboutissement, elle mène à des stérilisations d'individus. Il y a tout ce qui relève évidemment de la politique sanitaire, avec eh bien évidemment la crise covidiste qui en a été une illustration, avec des soi-disant vaccinations qui ont eu les conséquences que l'on sait en matière de santé dans la population, d'accidents de type myocardie, de type là aussi de stérilisation d'une partie de la population féminine, etc., de morts diverses dans des proportions totalement
anormale à l'issue Dont les d'une campagne vérités commencent à vaccinatoire. sortir, d'ailleurs. Hein. Voilà, dont les vérités commencent à sortir, même si elles tardent à sortir en Oh France. oui. Et donc, il faut aussi prendre en compte tout ce qui est de l'ordre de l'alimentaire, qui vise là aussi à, euh, à réduire les qualités de santé de la population. Et ce n'est évidemment pas en faisant avaler des insectes à la population dans l'alimentation selon les mots d'ordre de Klaus Schwab que C'est l'on va ça. améliorer la santé de nos contemporains. Il faut aussi penser évidemment à toutes les guerres que nos gouvernants mondialistes promeuvent entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine et puis ceux qui voudraient, à la suite de l'État israélien, lancer maintenant une guerre contre l'Iran et après cela une guerre au Moyen-Orient qui ne pourrait pas se limiter très simplement. Il y a vraiment une volonté d'utiliser tous les moyens concomitants pour réduire la population mondiale. Alors évidemment, c'est fait d'une façon saucissonnée, c'est fait non pas en continu, mais par une succession de mesures qui, prises indépendamment les unes des autres, peuvent sembler être légitimées toujours par euh, quelques points émotionnels, hein, et l'euthanasie, c'est facile de montrer quelques gens qui souffrent d'une maladie incurable ou qui sont dans une vieillesse difficile pour utiliser ces images sensibles afin de légitimer l'euthanasie. Mais dans les faits, on sait bien que ce n'est pas cela qui va se mettre en place et que là où l'euthanasie est déjà en place, elle n'est hélas pas aussi réduite que ça, elle est tout de suite étendue à des mesures de mise à mort de populations qui devraient être au contraire accompagnées. Je pense par exemple au Canada où l'on propose l'euthanasie à des sans-abri, où l'on propose l'euthanasie à des vétérans militaires qui ont servi leur pays pourtant, qui reviennent d'avoir servi leur pays, qui sont soit troublés psychologiquement, soit qui sont revenus invalides de la guerre. Et les autorités canadiennes ne trouvent pas mieux que de leur proposer l'euthanasie. Parce que quoi? Parce qu'ils coûtent à la société, alors qu'ils ont servi leur pays. Il faut avoir en tête aussi la Suisse, où l'on propose désormais des capsules d'euthanasie. Vous rentrez dans une espèce de Tesla modèle euthanasique, où vous vous asseyez, vous avez une petite musique d'ambiance et vous filez en pseudo-douceur vers l'au-delà. Vous avez la situation en Belgique ou aux Pays-Bas où désormais l'on euthanasie des personnes simplement parce qu'elles ont un mal-être psychologique. Non pas parce qu'elles ont une maladie incurable, non pas parce qu'elles sont en fin de vie douloureuse, non, simplement parce qu'elles sont en mal-être. Or, on a tout fait pour créer une société où de plus en plus de nos contemporains sont en mal-être, ont des difficultés psychologiques. Le covidisme a accentué nettement tout ce mal-être de notre société et donc proposer comme remède non pas de retrouver pied dans le réel à notre population, mais au contraire de se libérer, entre guillemets, par l'euthanasie, c'est évidemment criminel. Et puis, en Belgique comme aux Ah bah Pays-Bas, non. c'est aussi que l'euthanasie, désormais, elle s'est étendue aux Ah enfants. bah oui. Il faut dire tout cela à Mhm. ceux qui acceptent l'idée de légaliser l'euthanasie en France, c'est que ensuite cela conduit véritablement à des abominations indignes d'une société civilisée.
Oui, c'est exactement ça. On va passer à un bobino, mon cher Alain Escada, et revenir sur la question démographique. Et j'aimerais que Lara participe aussi et qu'elle nous parle un petit peu des questions démographiques en Russie, dont on parle beaucoup actuellement. On rappelle qu'en France, eh bien, ça y est, en tous les cas, sans même parler de programme d'élimination des individus, on est arrivé à ce point de bascule où le nombre de décès est plus important que le nombre de naissances, et donc le solde est devenu négatif malgré l'apport de l'immigration. Je vois beaucoup de questions qui continuent à nous être proposées par Patrice. Et puis, on se retrouve donc tout de suite après ce court bobino. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Eh bien, chers auditeurs, nous sommes de retour dans ce libre journal de géopolitique profonde et les questions pleuvent, on va y répondre sans du tout, sans défausser, bien au contraire, j'ai des choses à dire et j'ai des remerciements aussi pour nombre des questions et des observations des auditeurs. Lara, j'aurais aimé que vous nous parliez, ce qui permettra à Alain Escada de réagir, du problème démographique aussi, dont ils ont parlé pendant le Forum économique de Saint-Pétersbourg, du problème démographique qui est majeur, puisqu'il y a des projections sur 2050 en Russie, avec 110 millions d'habitants, c'est-à-dire encore une baisse. Non seulement il y a eu toutes ces saignées, dont la saignée de la guerre, de la Grande Guerre patriotique, et même de la Première Guerre, et puis aussi des purges, et puis de tout ce qui s'est passé durant cette époque épouvantable de l'Union soviétique. Mais il y a vraiment un problème démographique aussi en Russie, dont on attend, par contre, beaucoup plus. Vous savez, Nicolas, le grand scientifique qui a créé le tableau périodique des éléments, Mendeleïev, il avait un passe-temps qui était assez incroyable, c'est-à-dire c'était un démographe. Par ailleurs, donc, il faisait des projections de démographie sur différents pays. Et il ne s'est pas trompé sur d'autres pays que la Russie. Donc, fin 19e siècle, il fait une projection pour la Russie. Et normalement, la Russie devait arriver début 21e siècle avec 600 millions d'habitants. C'était les projections de Mendeleïev, qui était vraiment un scientifique hors norme. Ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui a commencé, déjà à l'époque soviétique, l'avortement n'était pas interdit. En revanche, il n'était pas encouragé. Ça, il faut le savoir, c'est-à-dire qu'il fallait passer un entretien supplémentaire avec le médecin pour essayer de voir toutes les options. Et à l'époque soviétique, donc, tout était ouvert, mais on avait quand même quelques obstacles un petit peu psychologiques. Il fallait défendre pourquoi on fait cette démarche, etc., pour une femme. Ce qui s'est passé après le démantèlement de l'URSS, c'est que les officines occidentales ont pris le dessus sur les statistiques et sur la mise en place justement des avortements en Russie. Et pour résultat, certaines années, on dépasse 3 400 000 avortements par an. Ce qui permet aujourd'hui de dire que les projections qui sont faites par certains scientifiques et qui alertent la Russie sur cet aspect-là, disent qu'à l'horizon de 2100, en Russie, il y aurait 112 millions d'habitants. Oui. Donc, c'est-à-dire, vraiment, il tire la sonnette d'alarme. Il y a vraiment une politique aujourd'hui de natalité qui est appliquée par le gouvernement, mais il reste toujours que ces officines, dont les françaises, les agences médicales ARS françaises, participent sur les mises en place dans les cliniques privées d'avortement gratuit, confortable, etc. Et ça continue. Donc, en Russie, réellement, il y a ce souci qui est encore une fois, c'est la main de l'Occident là-dessus. Et rien ne s'est arrêté depuis la guerre en Ukraine sur cet aspect. Merci. Vous voulez réagir peut-être, Alain Escada? Oh, mais je n'ai aucun doute sur le fait que la main de l'Occident, évidemment, pèse lourd dans ce domaine. Et encore une fois, les
les officines subventionnées par Soros et compagnie sont des vecteurs essentiels de cette politique mortifère dans les pays tels que la Russie, mais aussi la Hongrie et d'autres. Hein. Et après, il y a aussi un reliquat que l'on peut observer nuisible de la politique communiste dans les pays qui ont subi le communisme. Si on compare aussi à d'autres pays, même en Asie, le Vietnam est tellement confronté lui aussi à un effondrement démographique qu'il vient de mettre fin à sa politique de limitation des deux enfants. Et donc, en fait, on voit à quel point toute cette politique communiste qui n'était pas loin de la politique malthusienne a abouti à une réduction des populations dans tous les pays qui ont été sous la domination de cette idéologie néfaste. Il faut vraiment maintenant espérer que la Russie, à la fois est libérée de la pensée soviétique, puisse aussi se libérer de l'infiltration occidentale qui est malheureusement, évidemment, n'a pas disparu aussi simplement. Je pense que Soros a toujours des moyens et ses amis d'influencer, malheureusement, dans des domaines comme la natalité, hélas, les populations en Russie, en Hongrie, en Pologne, etc. Et c'est un vrai drame. Aucun pays ne se sauvera sans remettre à l'honneur la famille, l'enfant, et c'est assez effrayant de considérer que malgré toutes les initiatives prises en Russie pour valoriser les naissances, comme malgré les initiatives prises en Hongrie dans le même esprit, eh bien, ça ne suffit plus à faire obstacle à cette propagande négative à l'égard de la maternité et de l'enfance. Mm. Il y a ça, mais c'est surtout, c'est un moyen d'affaiblir n'importe quel pays, parce que, comme dit cette personne qui fait la projection sur 112 millions d'habitants à l'horizon de 2100, elle dit cette démographie-là ne permettra jamais à la Russie d'être un acteur mondial reconnu, Évidemment. parce que elle restera en tant qu'une petite puissance agraire et surtout avec beaucoup de ressources. Donc, quitte à se demander, est-ce que ce n'est pas fait pour plus tard dire, écoutez, le régime qui est au pouvoir ne nous voit pas, voyant une petite faiblesse de ce pouvoir, pour dire, vous avez trop de ressources pour peu d'habitants que vous êtes. Donc, il faut partager maintenant. Ça suffit de penser que vous pouvez être avoir la main sur la station-service que vous représentez, quoi. Bien. Et puis, peut-être aussi faut-il souligner dans ce domaine-là le rôle de l'ONU, hein, qui, de par le monde, promeut l'avortement, promeut les politiques mortifères, comme promeut d'ailleurs l'éducation sexuelle des enfants dès le plus jeune âge. Mais c'est cette ONU qui donc est responsable, me semble-t-il, à une échelle supérieure de l'avortement et de la politique mortifère, et c'est ce même organisme qui promeut également l'immigration comme remède à l'avortement. Nous plongeons toujours plus dans le marasme. À la fois financer l'avortement, promouvoir l'avortement et se plaindre ensuite de la chute démographique pour promouvoir ensuite l'immigration comme remède à la chute démographique. On y reviendra avec les auditeurs, ce genre de sujet et de questions tout à fait, Alain Escada. J'aimerais qu'on avance parce que le thème que je souhaitais mettre au centre, et il nous restera à mon avis 15 minutes maximum pour l'évoquer sans parler des questions des auditeurs, c'est le sujet, avant donc d'arriver à ce thème central de l'entraide,
peut-être nous parler, qu'est-ce que vous inspire ces comptes bancaires qu'on ferme pour les télés alternatives, les personnes qu'on convoque devant la police, antiterroristes, etc. Ces associations qu'on continue à dissoudre. Vous qui en avez subi les conséquences de ce resserrement, justement, avec évidemment la dissolution de Civitas qui vous a obligé donc à développer Civitas International. Et je dirais que vous avez été d'ailleurs un des premiers à être frappé, justement, à être une des victimes de ce resserrement qui ne cesse de s'accentuer. Et Macron, qui après la sévère tarte aux nouilles d'Hanoï, qui suivait la tarte tatin du bon gifleur, est allé parler des maboules, de ceux il fallait les tracer, que si vous n'étiez pas d'accord avec lui, vous étiez un proxy de la Russie. Et que vous étiez tracé. Et que vous étiez, tracé. Je dirais qu'actuellement, ça rigole pas. Les réseaux sociaux, on convoque, Madame Aurore Berger convoque avec la police judiciaire l'ensemble des administrateurs des plateformes. Enfin, j'aimerais vraiment avoir votre réaction, Alain Escada, parce que vous êtes, je pense, au premier chef. Comment peut-on ne pas considérer, sur base de tous ces éléments-là, que nous sommes en tyrannie? C'est la grande question. Je pense que beaucoup de nos contemporains et beaucoup d'animateurs de médias s'imaginent encore être en démocratie. Mais qu'est-ce que la démocratie alors selon eux? Si la démocratie, c'est simplement permettre qu'il y ait une illusion d'opposition contrôlée, mais en fait museler tout ce qui est l'opposition réelle, on ne peut plus dire que l'on est en démocratie. Et l'on est pourtant déjà dans ce cas de figure où jour après jour, et ce n'est pas d'hier, ça fait plusieurs années que ce mouvement est lancé, on réduit le nombre de mouvements, on dissout sans cesse. Il faut quand même se souvenir que Darmanin, durant son mandat de ministre de l'Intérieur, a été le ministre qui a le plus dissous de mouvements en tant que ministre de l'Intérieur de l'histoire de la République. Oui. Donc, on a vraiment une accentuation de ce procédé qui vise à museler, menacer et conduire à l'isolement social et financier ceux qui veulent maintenir une voie d'opposition, conduisant finalement beaucoup à un exil. Et donc, c'est un débat qu'il faut avoir, me semble-t-il, à grande échelle. Malheureusement, souvent, ceux qui devraient être solidaires les uns des autres dans ce combat ne le sont pas, et c'est toute la difficulté en fait. Il y a suffisamment en principe de Français qui pensent plus ou moins bien, selon notre vision de société, pour faire front et barrer la route à cette tyrannie. Mais comme nos maîtres à penser mondialistes parviennent dans une grande maîtrise de la psychologie humaine à nous séparer les uns des autres de façon à nous éteindre l'un après l'autre sans développer un grand mouvement de solidarité entre mouvements et médias de notre camp, eh bien nous nous affaiblissons de jour en jour. Combien de fois n'ai-je pas entendu, et singulièrement évidemment lorsque la question de la dissolution de Civitas était abordée, des gens me dire, comprenez-moi, je m'inquiète de ce qui vous arrive, mais je ne m'exprimerai pas de peur d'être le suivant sur la liste. Mais cette politique de l'autruche, elle est suicidaire. Ah, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce la politique de l'autruche? Est-ce plutôt la politique des lâches, en fait? Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est la lâcheté, en fait. Oui, tout à fait. C'est la lâcheté, la grande lâcheté.
c'est peut-être l'un des plus grands maux de notre temps dans notre société occidentale, c'est la lâcheté. Ouais, vous Et avez le raison. problème de ces lâches, en fait, c'est le fait qu'ils pensent pratiquer la politique de l'autruche, c'est-à-dire penser que s'ils ne parlent pas, ça ne leur arrivera pas. Or, ce n'est pas du tout ça la stratégie. En réalité, Absolument. qu'ils ne parlent pas, c'est qu'au moment où ça leur arrivera, d'autres ne parleront pas. Donc, c'est Exactement. qu'on est tous divisés et on est tous chacun pour soi et le système en profite. Elle est paradoxale, Alain Escada, cette société occidentale finissante, à la fois développant cette culture mortifère, culture de mort, et en même temps, et c'est un des signes de cette peur, qui est la peur de la mort, la lâcheté justement, peur de la mort et culture mortifère, Oui, ensemble. oui, oui, c'est une conjugaison d'éléments qui, évidemment, est de nature à inquiéter tous les gens lucides. Euh, et, et vous parliez de la dissolution des mouvements de droite nationale ou d'opposition nationale. Vous parliez de l'acharnement contre les médias alternatifs, Oui. mais on pourrait étendre la liste. L'on voit également comment, par exemple, les écoles hors contrat sont de plus en plus la cible de contrôles abusifs pour leur rendre la vie impossible. On a vu comment précédemment l'on s'est acharné à rendre quasiment impossible l'école à domicile. Ce sont autant de méthodes qui visent à toujours plus prendre en main dès le plus jeune âge la population pour uniformiser la pensée vers la doxa de ce mondialisme, en fait. Hein, vraiment, l'éducation des enfants est également un des domaines qui devrait être prioritaire pour nous en matière de résistance à ce que la tyrannie mondialiste veut nous imposer. Merci Alain Escada. Eh bien écoutez, il va nous rester une bonne vingtaine de minutes. Enfin, il y a aussi les questions des auditeurs, attention. Il faudra garder 5 minutes. Donc il reste un bon quart d'heure pour Alain Escada, que vous nous parliez un petit peu de ces initiatives qui m'ont interpellé et intéressé quand on va entre autres sur le site de Civitas International sur les municipales de 2026, cette idée d'utiliser ces élections pour éventuellement pouvoir participer, voire même diriger un exécutif local permettant de concrètement, au-delà, parce que comment vous dire ça? Les médias alternatifs, c'est bien. Ça permet cette prise de conscience. Ça permet de penser par soi-même. Et c'est essentiel. Mais il y a aussi le faire. Il y a le penser et puis il y a le faire. Et le faire est essentiel. Et il faut les coupler. C'est bien d'avoir une liberté de conscience, de pouvoir penser par soi-même. Mais il faut aussi, qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on en fait? Je trouve que cette initiative locale, reliée aussi au monde paysan, je crois. Et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu tout ça. Alain Escada me semble être salvateur et porteur d'avenir, justement, de cet avenir qu'il nous faut recréer aujourd'hui en France. Oh, vous savez, je suis assez éloigné de la politique des partis. Je ne crois pas à l'usage des grands partis nationaux pour réformer de façon salvatrice la France. Je crois beaucoup plus, du coup, à la nécessité de rechercher ce qui est à notre portée en termes de reconquête, à la portée de chacun d'entre nous. Et c'est à l'échelon local, me semble-t-il, qu'il y a quelque chose à faire, et particulièrement, bien sûr, dans la France rurale. La France compte encore environ 34 000 communes. Et le nombre des communes se réduit de plus en plus compte tenu du désintérêt, justement, d'un grand nombre de nos concitoyens pour les petites communes. Or, c'est là qu'il y a quelque chose, me semble-t-il, à faire. Sur ces 34 000 communes, la grande majorité de ces communes sont des petites et moyennes communes dans lesquelles l'on peut se présenter sans devoir faire référence à un parti politique. On peut y déposer des listes d'intérêt municipal, on peut mener une campagne à peu de frais
pour aller essayer de convaincre les habitants de sa commune de la volonté de faire un programme de bien commun. Bien commun, ça peut sembler utopique, mais en réalité, dans l'échelle municipale d'une commune petite ou moyenne, il y a là grande mission Oui, à réaliser. Je rappelle d'ailleurs, au moment où l'on nous parle de plus en plus de faire disparaître les espèces, où l'euro numérique va se mettre en place, que c'est l'une des dernières possibilités qui nous restent, c'est de conquérir les communes, parce que la commune a encore la possibilité de mettre en place une monnaie locale. Il faut le rappeler, ça, à ceux qui nous bien sûr. écoutent. Pour échapper à la disparition des espèces, conquérir les communes, conquérir un grand nombre de petites et moyennes communes, c'est l'occasion de sauver une forme de monnaie en utilisant le pouvoir de la commune de mettre en place une monnaie locale, de mettre aussi en place du troc, etc., de mettre en place des méthodes pour favoriser les paysans, les artisans, les petits commerçants. Il y a une désertification de la France rurale qui est dramatique. Je connais bien cette France rurale où les gens sont de plus en plus laissés à eux-mêmes, abandonnés à eux-mêmes, y compris dans le domaine médical, où il est de plus en plus difficile de trouver un médecin, de trouver un dentiste, de trouver un kiné, de trouver un orthophoniste. Eh bien, vraiment, il faut à tout prix miser sur cette France rurale. C'est là qu'il y a vraiment beaucoup à faire. C'est là que cela n'intéresse pas les grands partis, parce que les élus locaux n'ont pas de paye valorisante. C'est du sacerdoce, si je puis dire, en Mm. matière politique. Mais c'est là qu'il y a quelque chose d'utile à faire, de précieux à faire pour le bien commun, pour nos contemporains. C'est là que l'on peut remettre en place des réseaux de solidarité. Je crois beaucoup à l'esprit de clan, et cet esprit de clan peut particulièrement être mis en valeur à partir de la reconquête de la commune. Lara, Je voulais rajouter aussi sur la liste en fait de ce qui disparaît. Il y a même une problématique aujourd'hui de veto dans, dans la ruralité. Vous avez de moins en moins de vétérinaires, vous avez des cliniques qui refusent à peine aux nouveaux arrivants de les prendre en charge en fait avec leurs animaux. Et puis les pharmacies, c'est ça aussi. C'est-à-dire Oui. qu'aujourd'hui, vous avez de moins en moins d'officines. Alors sans que parler c'est... du fait qu'elles sont de moins en moins achalandées, on a vraiment ces ruptures de stock sur un certain nombre de Oui. médicaments, c'est absolument ahurissant, alors qu'on nous explique que seule la médecine allopathique, peut d'ailleurs, sauver, oui. peut sauver. Hein, on interdit toute homéopathie, mais alors l'offre allopathique n'a de cesse de se réduire à peau de depuis chagrin, janvier, sans sous les parler du psychotropes, générique. Hein, vous n'avez plus du générique en France. ouais. J'ai l'impression que le Big Pharma ne trouve pas suffisamment intéressant et solvable le marché français, et nous sommes abonnés, nous, au générique. Oui, donc c'est affligeant, et je pense qu'effectivement, le pouvoir du maire, c'est de rendre la commune attractive pour tous ces métiers qui manquent aujourd'hui. Et il a ce pouvoir, il a le pouvoir de sécuriser ses habitants. Oui. Et il a cette capacité à rendre une vie de village ou de petite ville très agréable, malgré les difficultés qu'il va rencontrer à son contact avec les préfets. Et on sait bien que durant la période covidiste, il était bien plus agréable de vivre dans la France rurale que de vivre dans les grands centres urbains. Mm. Et donc, il faut vraiment revaloriser cette France rurale. Mais aujourd'hui, il est difficile de vivre dans cette France rurale parce que justement, elle manque de tout. Et donc, vraiment, reconquérir la commune, c'est tenter potentiellement de réanimer une vie économique et sociale dans ces petites communes pour pouvoir les redynamiser.
Et alors, on va commencer à donner droit aux questions des auditeurs et les décliner les unes après les autres. Elles vous concernent directement, mon cher Alain Escada. Elles nous concernent tous les trois. D'ailleurs, Ouais. cet auditeur a ce coup de génie de débuter son courriel par Nicolas Ralin. Et c'est vrai que ça fait Nicolas, Lara et Alain. J'avoue que c'est très très fort. Alors là, bravo, félicitations à notre auditeur. Moi, je trouve, c'est une richesse, ces auditeurs, cette érudition. C'est sur Radio Courtoisie, c'est quelque chose. Mm. Plus l'ombre est noire, nous dit cet auditeur, plus la lumière est intense et regagne les cœurs. Malgré les apparences trumpeuses, donc Trump, le christianisme renaît et ses valeurs semées depuis 2000 ans réapparaissent au grand jour. Le Christ est parmi nous, comme il est venu il y a 2000 ans. Et seuls les simples le voient, comme il y a 2000 ans, qui nous inonde de son Esprit Saint. L'Église conciliaire colorisée est vidée de toute substance sacrée. Il nous appartient d'entretenir notre flamme intime de vie. Merci, monsieur Escada. Oh les cœurs, devrais-je dire, sursum corda. Donc, ça c'est moi qui termine ainsi. Ces communautés, c'est important, je pense. Attendez, que je ne dise pas de bêtises, où est-ce que c'est la question d'après Non, c'est celle-ci justement. Que je ne dise pas alors parce que je confonds peut-être les questions. Non, oui, je les confonds. Voilà, votre choix d'invité, cher Nicolas, c'est un autre. Donc, on va regrouper ces deux questions. Excusez-moi, là, je patine un peu. Cher Nicolas, votre choix d'invité, décidément, sans faute. Bon, ça, merci, cher auditeur. Monsieur Escada, avec Civitas, mène un bon combat de pointe contre la culture de mort. Question. Je pense, comme Rod Dreher, dans son Paris bénédictin, que les catholiques de tradition survivront en faisant vivre des communautés. Voilà, excusez, j'ai fusionné les deux questions que je voulais vous lire. À l'instar de ce que font, de manière emblématique, les juifs et les musulmans, c'est une question de survie, et nous devons d'abord survivre pour pouvoir évangéliser. Qu'en pense monsieur Escada? Ah, mais je suis tout à fait sur cette longueur d'onde. C'est bien pourquoi je promeus la mise en place de clans et pourquoi je fais la promotion de la reconquête des municipales. C'est parce que je pense que c'est par ce biais-là qu'effectivement l'on mettra en place des communautés solidaires. Si l'on n'est pas dans une mesure de reconquête municipale, il faut au moins mettre en place des clans à l'échelon local qui vont pouvoir retisser de la solidarité entre catholiques et entre gens de bon sens, dirais-je. Aujourd'hui, on manque vraiment de lien social. Oui. Et le lien social et le lien spirituel vont vraiment de pair. J'observe, et c'est vrai ce qu'ont dit vos auditeurs là, qu'il y a à la fois un effondrement de l'Église conciliaire et à la fois une soif de spiritualité. Je vois vraiment que, en particulier avec les 2 ans de covidisme intensif, nous avons été confrontés à Civitas à l'époque à une explosion de demandes de conversion catholique, de gens qui soit avaient été élevés dans des familles athées, dans des familles agnostiques, qui même provenaient de l'extrême gauche et qui, d'un seul coup, face à cette tyrannie sanitaire et mondialiste, eh bien, redécouvrait en fait à quel point le catholicisme offrait des réponses de bon sens. Et donc, je pense que vraiment, plus nous allons nous enfoncer dans le marasme, plus il y aura une soif de vérité spirituelle, et plus le catholicisme authentique apparaîtra comme porteur de la réponse aux besoins de notre temps. Et pour ça, effectivement, il est important de développer des communautés catholiques locales et de les faire reposer à la fois évidemment sur des chapelles, des prieurés, des écoles, mais aussi vraiment sur des clans de gens solidaires.
Je dis souvent aujourd'hui dans cette France rurale où nous sommes abandonnés vraiment les uns sans les autres, il faut recréer ce tissu qui, par exemple, permettra qu'une personne âgée qui est isolée ou une personne malade qui ne sait pas comment se rendre chez le médecin trouvera un membre du clan qui ira la déposer, la conduire chez le médecin, que un enfant qui a besoin d'assistance scolaire trouvera un autre membre du clan qui viendra l'aider, qu'il y aura du troc, qu'il y aura vraiment cet esprit qui va pouvoir aider à surmonter les épreuves. Et c'est vraiment, je suis persuadé que nous allons vers un temps où les épreuves s'accumuleront et où le clan sera indispensable pour se sauver. C'est important tout ce que vous dites là, je pense, Alain Escada. Lara, vous vouliez peut-être réagir et sinon, oui, comme vous voulez. Il y a une précision par une auditrice. Il existe une pétition encore en ligne sur les vitraux de Notre-Dame. Donc on vous invite à la signer. Tout à fait. Donc, je retermine parce que la question qui va suivre, je rappelle, hein, c'est ce qui est écrit aussi, c'est important de vivre dans des communautés pour les catholiques, à l'instar de ce que font de manière emblématique juifs et musulmans. Ça va être très intéressant pour les questions qui vont suivre. Bonjour, nous dit cette... Tiens, d'ailleurs, je rappelle que nous avons un auditeur qui demande pouvoir s'inscrire et recevoir les prochaines lettres de Radio Courtoisie, en plus donc d'aider notre chère radio. Et bien évidemment, et nous ferons en sorte que ce soit le cas. Un auditeur, notre invité, peut-il expliquer plus en détail les dangers grandissants de cette immigration afro-arabo-musulmane, en particulier pour la dissolution du christianisme? Et en deux, évidemment, ça m'est adressé, donc je vais commencer par répondre et laisser ensuite Alain Escada réagir. Notre animateur. Alors vous savez que moi je me suis fait tirer les oreilles et remonter les bretelles par un ancien patron de Radio Courtoisie qui, lorsque j'avais expliqué que j'étais animateur, je m'étais fait sérieusement donc remonter les bretelles en disant: vous n'êtes pas un animateur, Nicolas Stocker, vous êtes un patron d'émission. Bon, voilà. Bon, donc, s'il vous plaît, ne m'attirez pas les foudres de cet ancien président. Donc, notre animateur, je le redis quand même, donc je suppose que c'est moi. N'ayant pas fait de commentaire ni montré de désaccord, est-ce donc d'accord? Qui s'abstient, voilà, qui ne dit mot consent. Merci cordialement. Et je dirais courtoisement, cher auditeur. Bon, moi, ma réponse, elle est très simple, c'est que ce n'est pas la raison principale. L'immigration afro-arabo-musulmane, au risque de choquer, n'est pas la première des causes de notre déchristianisation. Il faut aller la chercher en nous-mêmes, je pense, d'abord, les causes de la déchristianisation. Je le dis et je l'assume, ce qui ne veut pas dire que je me réjouis de cette immigration. Absolument pas. Mais, excusez-moi Lara, si vous voulez bien que je termine et que je me défende quand même 30 secondes par rapport à certains reproches. Merci, parce que ça me touche quand même d'entendre... Ah mais vous en avez plein d'autres. Hein. Oui, mais vous en avez aussi, hein, je crois, pour votre compte. Dépêchez-vous. Et donc, ça me touche parce que je ne suis pas un grand amoureux de l'immigration dont vous parlez, cher auditeur, loin s'en faut. Mais je ne pense pas que ça soit... Je pense que si on veut régler le problème de la déchristianisation, il faut regarder les choses en face. Je ne sais pas ce qu'en pense Alain Escada. Ah, mais je suis tout à fait sur votre longueur d'onde, hein. Vraiment. Nous avons besoin de spiritualité et nous n'avons pas besoin d'une terre d'athéisme. Et donc, le véritable problème, il est né en France bien avant l'arrivée de l'immigration. Il faut se souvenir que les lois de 1905 de séparation de l'Église et de l'État et la période anticatholique qui a précédé, qui a débuté aux alentours de 1885 avec les expulsions des congrégations religieuses, la fermeture des écoles catholiques, etc. Tout cela, toute cette grande période de déchristianisation, elle s'est faite sans qu'il y ait la moindre présence immigrée arabo-musulmane. Et avant ça, la Révolution française et la terreur de 1793-1794 a été un facteur essentiel
du combat contre le christianisme en France, là encore, ce n'était pas sous l'impulsion d'une immigration. Après, effectivement, je suis vraiment pas un admirateur de l'immigration. Je ne suis pas non plus un admirateur de la politique de métissage encouragé et forcé, mais je considère qu'il faut remonter aux causes et non pas uniquement voir les conséquences. L'immigration, c'est une conséquence d'une volonté qui se trouve ailleurs de déchristianiser notre société. Alors, on est allé, je suis désolé pour tous les auditeurs qui posent des questions, il reste à peine 2 minutes 30. Une auditrice, pour quelle raison Monseigneur XVI a été écarté. Ne croyez-vous pas que la laïcité contribue et participe à tuer l'Église? C'est la conséquence voulue par la Révolution française. Ah, mais bien sûr que la laïcité à la française, c'est une laïcité anticatholique, bien sûr. Bonjour Lara Nicolas, monsieur Escada, que j'écoute avec grand intérêt. Grâce à vous tous, je peux dire que je connais la musique des événements. Vous parliez de Trump en baisse de forme. À ce propos, peut-on dire que les PAC l'auraient placé à la tête des USA? J'ai entendu cela de la bouche de Monseigneur Chevrier. En tout cas, elle contribue. Je ne sais pas si elle a contribué pour Trump. En tout cas, elle a une influence. Les PAC, bien sûr, a une influence sur la politique américaine. C'est pas nouveau. Les hésitations de Trump s'expliquent peut-être par la crainte d'un attentat monté par les services israéliens, comme à l'époque de Kennedy. Ça, c'est peut-être, ça fait partie des hypothèses qui sont évoquées. Je suis scandalisé par les propos tenus par Lara Stam, qui ne tient absolument pas compte de ce qu'a fait l'Iran contre les intérêts français et qui retient encore 2 otages français. Elle devrait, alors là, et puis la fin, elle devrait aussi aller vivre en Iran pour se rendre compte de la condition des femmes iraniennes. Ça me fait penser à François Fillon qui justifie la guerre en Afghanistan, qui envoie nos jeunes en Afghanistan se faire tuer et qui, pour la raison du voile et de la burqa. Et pendant ce temps-là, le voile ne cesse d'envahir les rues de France. Voilà à mon avis la cécité de monsieur Fillon et un peu la vôtre, cher auditeur. Excusez-moi de vous le dire. Allez-y. Je peux répondre? Bien sûr. Moi, je suis scandalisée par cet auditeur parce que il ne voit pas le fait que toute la région est déstabilisée aujourd'hui. Et que moi, ce qui m'emporte, c'est la petite Arménie qui va payer le prix fort de tout ça. Voilà, donc soyez scandalisés, mais moi je le suis aussi. Et puis j'ai le droit aussi, mon cher Alain Escada, à des reproches qui ont été faits à votre mouvement, c'est-à-dire que je suis anti... Pourquoi Nicolas Stocker est antisémite? Parce que j'ai dit qu'on était sapé par la réduction ad Hitlerum, je pense que donc je suis antisémite. C'est extraordinaire. Là, vraiment. Et puis on parle d'esprit de la radio. Bon, l'esprit de la radio, je pense le connaître un petit peu. Et je pense que dans l'esprit de la radio, il y a la place pour des émissions comme les nôtres. Voilà. Même si ça ne représente pas tous, bien sûr. Est-ce que vous voulez conclure, Alain Escada? Il reste 30 secondes. Je voudrais conclure en assurant nos auditeurs de la nécessité de garder l'espérance, qui est une vertu chrétienne indispensable au combat que nous sommes obligés de poursuivre. Ne vous laissez pas porter au désespoir. Continuez à mener le bon combat. Fondez des familles, fonder des familles avec des enfants. Nous avons besoin du développement de ces familles chrétiennes avec de nombreux enfants pour relancer cette France chrétienne qui n'est pas morte, qui est malade, qui est assaillie de toutes parts, mais qui n'est pas morte. Et puis pour ceux qui le voudraient, bien sûr, rejoignez Civitas International, même si... C'est terminé, Alain, excusez-moi. Oui, voilà. Mais rejoignez Civitas International, bien sûr, avec le site. Merci beaucoup, Alain Escada. Merci Lara. Merci Arnaud. Merci Patrice. Et vous allez maintenant bien pouvoir écouter le libre journal des controverses. Mike Borowski est là avec son invité. Merci et à la semaine prochaine, chers auditeurs de Radio Courtoisie.